Actualité américaine maintenant cet après-midi avec Julien Toureille, chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Bonjour Julien. Bonjour Chantal. Et oui, le dossier Epstein, encore une fois, aujourd'hui, qui fait réagir. Là, c'est le Wall Street Journal qui a publié cet article contenant la fameuse lettre là, dont tout le monde parle depuis quelques heures avec connotation sexuelle que Donald Trump aurait adressée à Jeffrey Epstein. Donald Trump qui tente de tuer la nouvelle, tuer l'œuf finalement, de mettre un terme à ces nouvelles révélations. Que sait-on de cette lettre? On ne sait pas grand-chose sur la lettre qu'il aurait donnée à Jeffrey Epstein à l'occasion de son 50e anniversaire, si ce n'est qu'elle était assez grivoise. Il y aurait le dessin d'une femme nue et un propos qui prête un peu aujourd'hui à interprétation ou qui alimente peut-être quelques soupçons, puisqu'il conclut finalement cette lettre de joyeux anniversaire en se réjouissant de partager des secrets avec Jeffrey Epstein et connaissant évidemment le passif et ce qui s'est passé, toutes les affaires à connotation sexuelle et d'exploitation sexuelle de mineurs du côté de Jeffrey Epstein, ça peut alimenter l'idée que Donald Trump serait peut-être mêlé de ces histoires ou surtout essaierait de cacher ces histoires-là. On précisera simplement que dans ce fameux album pour les 50 ans de M. Epstein, Donald Trump n'était qu'une des personnalités qui avait envoyé une lettre à caractère grivois, à caractère assez vulgaire, ce qui n'était pas très surprenant vu le caractère de M. Epstein et ni ce que représentaient ses amis et son cercle d'amis à cette époque-là. Ouais. Donald Trump dit que c'est faux. Il avait d'ailleurs avisé le Wall Street Journal de ne pas publier la lettre. Elle a été publiée de toute façon. Donald Trump qui envisage maintenant de poursuivre le journal. Mais poursuite ou pas, le fossé continue de se creuser entre Donald Trump et ses supporters. Oui, parce qu'une partie de ses électeurs, de sa base MAGA, elle est convaincue qu'autour de ce dossier Epstein, il y a un brouillard de mensonges, où il y a quelque chose du complot, que ce soit sur la fameuse liste de clients qui auraient bénéficié des services, entre guillemets, offerts par Jeffrey Epstein, tout autant que des circonstances de son décès, qui a été en 2019 classé comme un suicide en prison. Des partisans de Donald Trump sont convaincus que c'est pas vraiment un suicide ou ça a été déguisé en suicide. Et autant sur ces deux points-là, on voit que l'administration Trump, au cours des dernières semaines, enfin depuis qu'il est même revenu au pouvoir fin janvier, elle a un peu tergiversé. Il n'y a pas une ligne directrice. Par exemple, la procureure générale, Madame Bondi, au mois de février, elle disait avoir sur son bureau cette fameuse liste de clients. Et il y a quelques semaines, elle disait finalement, ça n'existe pas, cette liste-là. Donc, ça crée de l'insatisfaction chez les électeurs de Donald Trump. Oui, et là, autre revirement, Pam Bondi qui dit qu'elle va rendre public des témoignages pertinents liés au trafic sexuel présumé de Jeffrey Epstein. Qu'est-ce qu'on entend ici par témoignage pertinent? Alors, elle reprend les mots du président, de son patron, pourrait-on dire, Trump, dans un post sur son propre réseau social, dans lequel il encourage sa procureure générale donc à divulguer ces témoignages dits pertinents devant un grand jury. Il y a aussi peut-être une question de technicalité judiciaire lorsqu'elle utilise le mot pertinent, parce que les témoignages devant un grand jury, la publication, elle doit être autorisée par un juge. C'est traditionnellement très compliqué, ça peut prendre des mois, voire des années à ce qu'on ait une autorisation. Et donc, on va essayer de voir qu'est-ce qui pourrait être rendu public, parce que normalement, ces témoignages-là, ils sont censés protéger et les témoins et les victimes. C'est pour ça qu'ils sont placés sous scellé le plus souvent pendant la durée des procédures, même après les procédures. Bon, dans un autre dossier, parce qu'il y en a quand même d'autres aux États-Unis qui retiennent l'attention, Pam Bondi, toujours, qui est allée visiter Alcatraz au cours des derniers jours. C'est cette ancienne prison en Californie. On comprend donc que l'administration Trump envisage toujours de rouvrir cette prison-là, même si on sait que ça va coûter très cher. Oui, alors là, peut-être, elle fait ça simplement pour satisfaire son patron, pour essayer de voir s'il y aurait un moyen, mais la perspective que ça se concrétise pendant ce deuxième mandat de Donald Trump, elle me paraît quand même
très éloigné ou la probabilité très faible, parce que vous l'avez dit, ça coûterait excessivement cher. Évidemment, la prison d'Alcatraz dans la baie de San Francisco, elle ne répond plus aux normes d'une prison moderne. Mais bon, des fois, il faut faire plaisir au président Trump. Et d'ailleurs, il utilise lui-même le terme d'Alcatraz pour désigner, je pense qu'on l'a vu sur les images, ce centre de détention qui a ouvert en Floride pour transférer des migrants clandestins. Donc, on joue un peu là sur de la théâtralité politique, peut-être pour faire diversion sur d'autres nouvelles qui sont moins réjouissantes du côté du président. Oui, effectivement. On a aussi appris la fin prochaine du Late Show avec Stephen Colbert aux États-Unis. On le sait, Stephen Colbert qui n'a pas des mots traitants envers Donald Trump depuis très longtemps. Est-ce qu'il faut y voir un lien entre la fin de l'émission et les propos tenus par l'animateur? Les démocrates, en fait, se demandent si c'est une décision politique. Alors évidemment, les patrons de CBS et de la maison mère Paramount réfutent toute idée qu'il y aurait une dimension politique, qu'on aurait subi des pressions de la part du président Trump pour avoir la tête de Stephen Colbert. Vous l'avez dit, hein, c'est un critique depuis une dizaine d'années du président Trump et avant du candidat Trump. D'ailleurs, c'est grâce aux critiques de Donald Trump qu'il a eu ces codes d'écoute, Stephen Colbert. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas s'empêcher d'y voir quand même une dimension politique assez évidente, d'autant plus qu'il y a quelques semaines, CBS elle a décidé d'avoir un accord à l'amiable avec le président Trump dans une autre histoire, celle de 60 Minutes et l'interview, semble-t-il, éditée de Kamala Harris. On a payé 16 millions à Donald Trump. Il y a quand même un autre élément qui est important d'avoir à l'esprit, c'est qu'il y a une crise structurelle des médias aux États-Unis et les émissions de fin de soirée, elles en sont également victimes. Elles ont moins de téléspectateurs, elles perdent énormément de revenus publicitaires et donc c'est beaucoup plus difficile de les faire vivre. Donc les deux éléments économiques et politiques ne sont pas mutuellement exclusifs, ils sont probablement d'ailleurs concomitants ici. Et puis on apprenait que Donald Trump souffrait d'insuffisance veineuse. C'est plutôt rare que la Maison-Blanche révèle ce genre d'informations, non? Pourquoi est-ce qu'on l'a fait cette fois-ci? Et on se souviendra que pendant le premier mandat, sur son cas de Covid, on avait été beaucoup moins transparent, mais peut-être qu'on essaie d'être transparent sur cette affaire de santé, alors qu'on ne l'est pas sur le dossier Epstein, autant que peut-être les partisans de Trump l'aimeraient, d'autant plus que c'est probablement quelque chose d'assez bénin, mais au moins avec ça, on dit, nous, on est transparent sur la santé du président. C'est un bon point et ça crée évidemment un contraste avec le prédécesseur, Joe Biden, dont on avait appris dans un livre qui a fait quand même pas mal, qui a eu pas beaucoup d'écho il y a quelques semaines, Original Sin, que là on avait été peut-être un petit peu moins transparent sur ce qu'on savait du déclin de la santé du président Biden. Donc on crée un contraste qui est là aussi probablement destiné à un peu sortir ou détourner l'attention des problèmes un peu qui gênent finalement Donald Trump. Oui, parce qu'il y avait des questions qui avaient été soulevées, je crois, après que certaines personnes aient observé une tache sur la main du président américain. Et donc, comme vous le dites, peut-être d'agir avec transparence dans ce dossier-là, ça peut donner un certain poids et faire diversion. Merci beaucoup, Julien Toureille, d'avoir été avec nous cet après-midi. Ça fait plaisir.